Bienvenue à tous. Les parties prenantes de l'industrie du karité du monde entier se donnent rendez-vous dans la capitale togolaise. Le Togo accueille pour la première fois la conférence internationale du karité après 2 ans de pause liée à la pandémie du Covid-19. Cette rencontre à laquelle prennent part plusieurs pays du monde entier offre une tribune de discussion autour des défis liés à ce secteur. Construire l'avenir, renforcer la résilience et la restauration, c'est le thème de cette conférence dont nous allons parler sur ce plateau avec notre invité. Je reçois pour vous M. Simbala Sylla. Vous êtes le président du comité exécutif de l'Alliance globale du karité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, merci de me recevoir aujourd'hui chez vous à New World. Nous sommes honorés de partager ce plateau avec vous pour parler de notre conférence. Merci, Monsieur Simbala Sylla. D'abord, vous êtes à la tête d'une grande organisation, l'Alliance globale du karité. Comment est-ce que vous la présentez? L'Alliance globale du karité est une association internationale parce qu'aujourd'hui, nous avons des membres dans 35 pays. Nous avons aujourd'hui plus de 700 membres. Ce qui est intéressant, c'est que ça va de la plus petite coopérative d'un petit village africain de quelques dizaines de membres aux grandes sociétés internationales qui se côtoient sur un même plateforme. Donc c'est une organisation assez intéressante et assez unique. Elle a pour vision d'être cette plateforme d'échange pour défendre les intérêts stratégiques de nos acteurs et aussi de répondre à tous leurs besoins. Et pour ce faire, nous donnons comme mission de concevoir, de développer, de mettre en œuvre des stratégies pour construire une industrie de karité concurrentielle, résiliente, durable, mais aussi pour améliorer les conditions de nos femmes, de partenaires collectrices. Faut dire aujourd'hui en Afrique, le karité ne pousse que dans cette bande-là qui va du Sénégal jusqu'en Afrique centrale, mais qui comprend aujourd'hui plus de 21 millions de femmes collectrices. Donc notre objectif aussi, c'est d'améliorer leurs conditions de vie. Alors, M. Sylla, comment se porte aujourd'hui l'industrie du karité? L'industrie du karité, on va dire, se porte bien. Elle continue à croître. Un exemple, c'est que en 2010, par exemple, nous avions peut-être que dans la chocolaterie, seulement dans la chocolaterie, nous avons peut-être que moins de 200 produits qui utilisaient le karité comme application dans leur formulation. En 2019, la dernière étude que nous avons faite, on a remarqué qu'il y avait 1400 produits chocolatiers qui utilisaient le karité. Ça, c'est que le chocolat. Donc, c'est une industrie qui est en train de croître chaque année entre 4 et 8% suivant les années. Donc, nous continuons à croître, nous voulons croire en cela et nous travaillons à cela, faire croître, développer cette industrie. Alors, en quoi est-il important pour un pays d'investir dans ce secteur? Le secteur karité, comme vous l'avez dit, qui fait vivre des millions de personnes, notamment les femmes, surtout en Afrique. C'est plusieurs raisons. C'est une bonne question. On va dire économique déjà. Je vous disais tantôt que c'est un business qui est en train de croître et qui dit croissance dit plus de revenus. Déjà aujourd'hui, bon mal an, c'est une industrie qui amène 200 millions de dollars au monde rural et ce chiffre est en pleine croissance. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'usines de transformation qui s'installent en Afrique, qui sont liées directement à exporter des produits. Donc c'est aujourd'hui devenu un produit d'export pour l'industrie cosmétique, mais l'industrie alimentaire aussi. Et aussi qui va créer de l'emploi, parce que chaque usine qu'on construit crée de l'emploi et on a besoin de plus en plus de qualité. Ça veut dire que
les femmes vont aussi augmenter leurs revenus. Au-delà de l'aspect économique, il y a aussi l'aspect environnemental. Le karité est un arbre, on va dire, poule sauvage. Et qui dit plus de karité dit planter plus d'arbres. Pas comme c'est différent de toutes les autres huiles aujourd'hui où parfois il faut détruire des forêts et nous c'est de planter des arbres. Donc ça fait un produit qui est très bien pour l'environnement aussi. Aussi, ça veut dire aussi que si nos villages tirent des revenus de ce karité, eh bien, ils ne vont pas couper les arbres à karité, ce qui est un problème dans tous nos pays africains aujourd'hui. Alors justement, vous avez parlé de ce vieillissement de nos parcs à karité. Quels sont les autres défis auxquels le secteur est confronté? Plusieurs défis. Il y a le vieillissement des parcs à karité, il y a aussi même l'accès à ces parcs. C'est pas très évident parfois pour nos femmes partenaires, parfois qui vont maintenant de plus en plus loin. Donc il y a ce défi qui est là. Il y a ce défi aussi des barrières commerciales d'exportation. Il y a des défis liés à la qualité. Par exemple, ça devient, le karité aujourd'hui est un produit alimentaire, que ce soit en Occident ou en Afrique. Donc nous devons beaucoup travailler sur la qualité. Il y a ce défi de financement aussi qui est là pour financer cette chaîne dont nous faisons face aujourd'hui. Donc à côté du défi environnemental, il y a aussi ce défi financier et ce défi, on va dire, de qualité. Il faut que nous travaillions à améliorer notre qualité pour que le karité soit reconnu comme étant une huile internationale. Alors les défis environnementaux, l'enjeu climatique, alors comment gagner le pari de la durabilité de ce secteur? Nous avons notre projet phare aujourd'hui, c'est un programme multi-partenaire qui est financé par l'USAID que nous appelons le programme durabilité. Nous mettons tous les acteurs ensemble, c'est-à-dire les grandes marques, les associations à but non lucratif, non gouvernemental, nos collectrices partenaires, nos industries. Nous les mettons ensemble et nous travaillons à relever ce défi-là, financé par le SAD. C'est-à-dire qu'avec ça, nous identifions les problèmes, nous développons des solutions et nous les mettons en œuvre. Par exemple, nous faisons beaucoup de recherche et développement pour l'amélioration, la restauration de nos parcs. Nous aidons les femmes aussi à les former. Nous avons formé dans ce projet aujourd'hui un peu plus de 300 000 femmes. Nous construisons des magasins à ces femmes-là pour les aider. Nous en avons construit, je pense, plus de 200 à ce jour. C'est un programme qui continue et nous mettons ensemble pour développer ce genre de solutions. Alors oui, quand vous parlez du renouvellement des parcs à karité, c'est par rapport à quoi? Des opérations de planting? Oui, nous avons effectivement mis en place un fonds complètement lié à ça qu'on appelle Parkland Restoration Fund, le fonds pour la restauration des parcs à karité. Et là, nous avons fixé comme objectif sur les prochaines années de planter jusqu'à 10 millions d'arbres de karité, mais aussi de protéger les parcs qui sont déjà là. C'est-à-dire, et ça va passer par la formation, ça va passer par les sensibilisations, ça va passer aussi par lever des fonds pour faire ces activités, notamment, comme vous venez de mentionner, de plantation. Alors, ce sont autant de défis qui vont faire l'objet de discussions au cours de la conférence internationale de karité que le Togo va abriter du 6 au 8 juin. Alors, quel est l'historique de cette conférence? Quelle est sa raison d'être? Cette conférence, c'est notre outil de promotion par excellence. C'est-à-dire, depuis 10 années, même pendant la période de Covid, nous avons organisé une conférence visuelle, une conférence sur Internet. Mais ça fait 10 ans que nous choisissons un pays chaque année pour organiser cette activité. Dans cette activité,
on a la chance de faire côtoyer tout le monde. Tout le monde vient, c'est une plateforme où tous nos acteurs ont la chance de se parler, de parler de nouvelles technologies, de parler de nos défis, de trouver ensemble des solutions. Mais aussi, en général, ça met en exergue un pays, en particulier aujourd'hui le Togo, pour montrer quelques potentialités que ce Justement, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi le choix du Togo? Le Togo est un acteur majeur dans la filière karité. Au Togo, un petit exemple, c'est que mon pays, le Mali par exemple, nous ne mettons en valeur que à peu près 40% de notre parc. Il y a 60% de fruits qui ne sont pas collectés. Au Togo, au Nigeria, c'est encore plus bas, c'est 30%, mais au Togo, c'est jusqu'à 70% de fruits qui sont collectés. Ça veut dire que le Togo s'est vraiment engagé dans cette filière. Le Togo a une représentante dans le comité exécutif de l'AGECA qui représente le Togo à la personne de Mme Tchala. Et aussi, le Togo a une filière assez bien organisée et que nous voulons aujourd'hui montrer comme exemple. Les autorités togolaises, depuis quelques années aussi, ont fait du Togo un centre pour recevoir des grandes conférences de ce type. Et nous tenons à prendre intérêt aussi à être présents sur ce genre de plateforme. Alors, pour un pays qui abrite une conférence de cette envergure, quel en est le principal intérêt? D'abord, nous amenons aujourd'hui 16 acteurs internationaux qui sont, pour cette conférence, nous avons registré pour le moment à peu près 356 inscriptions en ligne d'acteurs internationaux qui viennent de tous les continents. Mais aussi nos coopératives partenaires il y a des milliers, au moins des centaines qui vont venir. Donc déjà, ça va être la capitale du karité pendant ce jour prochain. Le Togo va être le centre du karité où les échanges vont avoir lieu. Mais aussi, nous profitons de ce genre d'événement pour mettre en exergue nos pays africains. Aujourd'hui, lors de la conférence, nous allons visiter l'usine Nyoto pour montrer le savoir-faire togolais en matière de karité, la qualité de la production de cette usine, mais aussi la visite du port de Lomé. Un industriel malien comme moi, qui n'utilise pas du tout ce port comme exemple, je suis intéressé à voir d'autres débouchés pour nos produits. Et le fait d'aller visiter un port pourra peut-être aboutir à des relations commerciales avec ce dit port. Donc c'est toute cette dynamique qui donne intérêt à un pays de recevoir notre conférence. Alors après Abuja, ensuite Accra, pour ne citer que les dernières conférences que vous avez organisées, est-ce qu'elles se suivent et se ressemblent-elles? Dans quel contexte va se tenir celle-ci? Oui, un constat post-Covid. On veut dire au monde entier que le karité est de retour, que l'AGECA est de retour, dans un contexte où il y a de nouvelles problématiques de durabilité, de résilience que nous avons vues. Et sur ces sujets-là, nous allons discuter. Et ce qui fait de la conférence ici au Togo assez particulière, qui ne ressemble pas aux autres, dans la mesure où nous sortons d'un problème sanitaire majeur et nous allons aussi échanger sur les leçons tirées et regarder vers le futur maintenant. Et justement, vous dites construire l'avenir. Comment vous l'entrevoyez? Construire l'avenir, nos communicants ont trouvé cette belle formule, je l'aime bien, construire l'avenir. Construire l'avenir, d'abord pour nous, aujourd'hui, construire l'avenir, c'est déjà avoir des bases solides. Et avoir des bases solides, c'est pour ça que nous parlons de restauration, de protection de nos parcs et de résilience.
C'est-à-dire, nous allons discuter de ces aspects-là, de comment est-ce que nous devons traiter nos parcs à karité pour en tirer le maximum, comment est-ce que nous devons traiter nos forêts en ayant en tête ce défi climatique qui est là. Nous allons parler de comment rehausser, comment ces femmes-là, comment est-ce qu'on peut les aider davantage, parce que c'est vraiment la cheville ouvrière de notre organisation, c'est que sans femmes collectrices, sans femmes partenaires, il n'y a pas de karité. Donc c'est un sujet majeur, on va parler de cela. On va parler aussi, on disait tantôt, nos problèmes, c'est notamment les barrières commerciales, on va parler de ça. On va parler des nouvelles applications aussi du karité. Nous sommes de retour et c'est une filière très dynamique et l'avenir passera aussi par ça. Ces nouvelles applications sur les composantes du karité, la stéarine et l'oléine, plusieurs recherches ont été faites, donc c'est le moment pour préparer le futur de parler de cela aussi. Alors, nos pays qui sont des pays producteurs de ce karité n'en transforment pas véritablement assez et on exporte pour la plupart des amandes. Comment gagner le pari de la transformation sur place? Ça va par la construction d'usines, mais cela aussi passe par des financements. Et c'est pour ça que nos États doivent s'engager un peu plus, s'engager pour aider la structuration de cette filière, mais s'engager aussi pour favoriser le financement de cette activité. Pas forcément donner de l'argent, mais ça peut se faire de plusieurs façons. Ça peut se faire par la mise en place de fonds de garantie pour ce secteur. Mais aujourd'hui, je pense que nous devons tirer plus d'avantages du karité, aller de plus en plus, notamment les industries africaines. L'AGK défend tous les acteurs internationaux, régionaux comme nationaux, mais du point de vue africain, l'Afrique tirerait beaucoup plus d'avantages de karité en allant un peu plus loin dans la chaîne. Et ça commence à se faire un peu. Un pays comme le Ghana, il y a des acteurs majeurs qui sont implantés, qui vont beaucoup plus loin dans la chaîne, et il y a beaucoup plus d'usines que dans un pays comme par exemple le Togo, le Mali ou les autres. Donc nous devons aller dans ce sens-là. Alors, vous avez présenté ces femmes qui sont la cheville ouvrière de ce secteur karité. Aujourd'hui, elles transforment à l'étape traditionnelle. Alors qu'elles ont des difficultés à avoir accès au financement, comment aller vers des micro-industries ou des transformations de base primaire pour ces femmes et leur permettre de sortir notamment de la pauvreté? Oui, aujourd'hui, d'où le défi, c'est des questions que nous nous posons. Il y a des femmes qui aujourd'hui ne font que la transformation du fruit en amande. Et là, c'est un procédé que nous améliorons avec à l'AGK, que nous aidons les femmes à améliorer sur un aspect qualitatif, mais quantitatif aussi. Il y a aussi des femmes qui font, comme vous dites, des micro-entreprises de fabrication de beurre. Vous savez, ce beurre traditionnel a ses spécificités, est souvent beaucoup demandé par certaines industries à l'étranger. Donc nous les aidons aussi à l'AGK, comme je vous ai dit tantôt, c'est une plateforme d'échange commercial. Nous les aidons aussi à mieux attaquer ces marchés-là. Comment se positionner, nous les aidons sur le plan marketing, sur le plan commercial. On l'a compris, on va revenir sur ces aspects. Ce sont des défis auxquels le secteur karité fait face aujourd'hui. Nous allons observer une toute petite pause le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.